Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui fait rêver, je pense, pas mal de monde. Comment on fait concrètement pour racheter sa liberté financière? L'idée peut sembler immense, un peu abstraite, mais là, on a des sources qui proposent une vraie méthode, un plan d'action pour passer du rêve à un plan chiffré. Notre mission, ça va être de décortiquer ensemble toute cette phase de préparation. Et pour donner le ton, il y a une citation de Sun Tzu dans nos notes qui est parfaite pour ça. Ah oui, je l'ai vu. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Et c'est exactement ça. C'est ça. Se préparer, ce n'est pas juste attendre, en fait. C'est déjà commencer. Exactement. Et la toute première étape de cette préparation, c'est de savoir où on va. Sans destination claire, on va nulle part. C'est la base. C'est ça. Et avant même de parler de chiffres, de placements, les sources insistent vraiment sur ce point. Quel est le pourquoi? Quelle est la motivation profonde? Et elles utilisent une métaphore pour ça, que j'ai trouvée très parlante. Oui, la fable du sablier. C'est une image assez puissante. Racontez-nous un peu. Alors, imaginez un monde où pour survivre, pour avoir des grains, il n'y a qu'une seule façon. Il faut remuer constamment son sablier personnel. On échange son temps, son énergie contre ses grains. D'accord. Si on arrête de remuer, Le flux s'arrête. le flux de grains s'arrête, net. C'est l'image du salariat classique où le revenu est directement lié au temps qu'on y passe. C'est le hamster dans sa roue, quoi. C'est un peu ça, oui. Ça, ce sont les gens qui remuent le sablier. Mais la fable continue. Il y a deux autres types de personnes. Mhm. Il y a ceux qui possèdent les champs. Eux, ils n'ont pas besoin de remuer un sablier. Leurs terres produisent des récoltes, donc des revenus, qui ne dépendent pas de leur temps. Ce sont les détenteurs d'actifs. D'accord, les rentiers, en quelque sorte. On peut voir ça comme ça. Et puis, il y a la troisième catégorie, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont ceux qui décident de planter leurs grains. C'est là que le projet commence. Oui, c'est le point de bascule. Ces personnes doivent continuer à remuer leur sablier pour vivre, bien sûr. Mais elles prennent la décision consciente de mettre de côté quelques grains chaque jour. Pas pour les consommer, mais pour les planter. Voilà. Au début, c'est un effort, ingrat, presque invisible. C'est un acte de foi, de discipline. Et puis un jour, une première pousse sort de terre, puis une deuxième. Et petit à petit. Petit à petit, à force de persévérance, ils finissent par posséder leur propre champ. Un champ qui produit pour eux. Ils ont brisé la dépendance à leur sablier. La morale est claire. La liberté financière, ça ne se trouve pas, ça se construit. C'est exactement ça. J'aime beaucoup cette image. Le cap est fixé. Devenir propriétaire de ses propres champs. Mais pour savoir combien de grains il faut planter, il faut déjà savoir combien on en consomme. Et là, on arrive à l'étape qui, souvent, fait un peu grincer des dents. Ah oui, c'est l'étape la moins glamour, c'est certain, mais c'est la fondation de tout. C'est indispensable. C'est indispensable. Et les documents sont très clairs, hein. Le but n'est pas de devenir le comptable obsessionnel de sa propre vie. Non, on n'est pas là pour ça. Non. L'idée, c'est juste d'avoir une photographie honnête de sa situation. On commence par lister les dépenses mensuelles, loyer, alimentation, transport, abonnement, les loisirs. Sans chercher la précision à l'euro près, j'imagine. Pour ne pas se noyer dans les détails et abandonner direct. C'est exactement ça. Une astuce pratique qui est proposée, c'est de prendre la moyenne des 3 derniers mois pour chaque catégorie. C'est largement suffisant. D'accord, c'est malin. Et une autre idée que je trouve intéressante, c'est de se fixer un niveau zéro psychologique sur son compte. Par exemple, considérer que sous 500 € dans sa tête, on est à découvert. Ah oui, c'est une sorte de tampon de sécurité mentale. J'aime bien. Et pour les grosses dépenses annuelles, celles qui piquent, les impôts, les assurances, Alors ça, c'est crucial. Il faut absolument les anticiper pour éviter les mauvaises surprises. La meilleure façon, c'est de les mensualiser. même si ce n'est que virtuellement. Oui, on calcule le total annuel de ses dépenses, on divise par 12 et on met cette somme de côté chaque mois. Comme ça, quand la facture arrive, la provision est déjà là. Pour rendre ça concret, les sources nous proposent de suivre un cas pratique, celui de Sandra, et sa première réaction est géniale. Elle dit « Je ne veux pas devenir la comptable de ma vie ». Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Oui. Et pourtant, en jouant le jeu, elle découvre que ses dépenses mensuelles sont de 1 400 € et ses dépenses annuelles surprises de 2 400 €. Et voilà, à partir de ces deux chiffres, le brouillard commence à se dissiper. On a les données brutes pour enfin calculer la valeur de la liberté. Alors, attendez, là, je vois une formule dans les notes. Elle a l'air presque trop simple. On prend les dépenses annuelles totales et on multiplie par 25. C'est tout, C'est tout. c'est tout. Ça paraît un peu magique, mais ça ne l'est pas. Expliquez-moi la mécanique derrière ce chiffre. En fait,
Ce multiplicateur de 25, c'est juste l'inverse d'un autre chiffre clé. 4%. C'est la fameuse règle des 4%. D'accord. C'est une pierre angulaire de la planification de l'indépendance financière. L'idée, c'est qu'une fois le capital accumulé, on doit pouvoir en retirer 4% chaque année pour vivre, sans que ce capital ne s'épuise sur le long terme. D'accord, donc l'hypothèse derrière tout ça, c'est que le portefeuille d'investissement génère un rendement moyen supérieur à 4%, c'est ça, pour compenser les retraits et l'inflation. C'est exactement ça. Le capital continue de travailler et, idéalement, de grandir un peu, ce qui assure la pérennité du système. Et cette hypothèse, elle est solide. Bah oui, elle n'est pas sortie d'un chapeau. Elle est soutenue par des études de référence. Sur plus de 2 siècles de données des marchés américains, elle montre un rendement moyen réel, donc après inflation, de presque 7% pour les actions. D'accord, c'est solide. Mais une question que beaucoup doivent se poser. Cette règle des 4%, elle a été établie sur des données historiques, surtout américaines. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est encore valable aujourd'hui, avec l'inflation qu'on connaît, des marchés parfois très hauts? C'est une excellente question et elle est légitime. Les sources précisent bien que ce n'est pas une loi de la physique, hein. C'est une balise, une règle empirique très robuste. D'accord. Des études ont testé sa validité à travers toutes les grandes crises du XXe siècle, la Grande Dépression, les chocs pétroliers, et elle a montré un taux de succès de plus de 95% sur des périodes de 30 ans. Ah oui, quand même. Bien sûr, on peut l'ajuster. Certains parlent de 3,5% aujourd'hui pour plus de sécurité. Mais ça reste le point de départ le plus solide pour chiffrer un objectif. Ok, c'est une balise robuste. Alors, appliquons-la à Sandra. C'est 1 400 € par mois, ça fait 16 800 par an. On ajoute les 2 400 de dépenses annuelles, on arrive à 19 200 €. C'est ça. Et si on multiplie par 25, on arrive à 480 000 €. La réaction de Sandra dans le texte est parfaite, hein. Ah oui, quand même. C'est le moment du vertige. Oui, c'est le moment où le rêve se heurte à un mur de chiffres. Je pense que tout le monde ressent ça la première fois. C'est une réaction universelle, oui. Et c'est là que beaucoup risquent de se décourager. Le chiffre peut sembler être une montagne infranchissable. C'est ça? C'est pourquoi les sources insistent sur l'importance de décomposer cette montagne en plusieurs camps de base. L'idée des paliers de liberté pour rendre l'objectif plus accessible psychologiquement? Exactement. C'est une approche beaucoup plus motivante. On définit 3 niveaux. Le premier, c'est la liberté basique. Ok. L'objectif ici, c'est pas de couvrir tout le train de vie, mais juste les dépenses essentielles. Loyer, nourriture, facture. Pour Sandra, c'est 900 € par mois. Du coup, son objectif n'est plus de 480 000? Non, il passe à 270 000 €. C'est toujours une somme, mais le sommet est déjà moins intimidant. D'accord. Le deuxième niveau, c'est la liberté intermédiaire, celle qu'on vient de calculer. 480 000 € pour Sandra, qui couvre son train de vie actuel. Voilà. Et enfin, le troisième, la liberté idéale. Là, on veut remplacer intégralement le salaire. Sandra gagne 2 000 € par mois. Son objectif final serait donc de 600 000 €. Le fait d'avoir ces 3 étapes, ça permet de visualiser une progression, de célébrer des victoires en chemin. Et de ne pas se sentir écrasé par l'objectif final, oui. Ok, les paliers, ça aide psychologiquement, mais ça reste un long chemin. J'imagine que le temps et la manière dont on gère les secousses, c'est essentiel. Ce sont les 2 variables clés, l'horizon de temps et la tolérance au risque. Mhm. Pour un projet comme ça, l'horizon est forcément long, plus de 10 ans. Et plus on attend, plus on peut laisser les marchés lisser les fluctuations. D'accord. Pour le temps, mais le plus dur, c'est la tolérance au risque. C'est facile d'être courageux quand tout monte, mais comment on réagit quand on voit son portefeuille perdre 20% en un mois? C'est là que la panique s'installe. C'est le test ultime. Et la réponse des sources est un peu contre-intuitive. La meilleure réaction, c'est souvent de ne rien faire, voire de continuer à investir. Ah oui. Une étude majeure montre une tendance systématique des marchés à remonter après les corrections. Pour un investisseur à long terme, une crise, ce n'est pas la fin du monde. C'est une période de solde. C'est une occasion d'acheter des actifs de qualité à un prix plus bas. C'est ça. Comprendre ces dynamiques, c'est fondamental pour ne pas vendre au pire moment. Donc, on a une destination, des étapes, on sait qu'il y aura des turbulences, mais comment se faire une idée réaliste du voyage? Les sources mettent en garde contre les simulateurs d'intérêt composés, ces courbes parfaites qui montent vers le ciel. Oui, le titre est très bien trouvé. Monte Carlo, pas Mario Kart. J'adore. C'est une image parfaite. La courbe lisse, c'est Mario Kart, avec l'étoile d'invincibilité. La réalité, c'est qu'il y a des pots de bananes partout. C'est clair. La simulation de Monte Carlo, elle, intègre ce chaos. Au lieu d'une seule trajectoire, elle simule des centaines, des milliers de futurs possibles en se basant sur la volatilité historique.
C'est un peu comme regarder toutes les prévisions météo avant une grande rando en montagne. Certaines annoncent un grand soleil, d'autres la tempête. On ne sait pas laquelle se réalisera, mais on part préparé à tout. C'est exactement ça. Et les résultats donnent une vision beaucoup plus nuancée. Dans les documents, il y a un exemple, un investissement de 200 € par mois sur 35 ans. D'accord. Le scénario médian, celui qui a une chance sur deux de se produire, atteint environ 850 000 €. Pas mal. Mais ce sont les extrêmes qui sont instructifs. Dans les 10% des cas les plus défavorables, on arrive quand même à près de 400 000 €. Et dans les 10% des cas les plus favorables, on frôle les 2 millions. Donc même dans un scénario pessimiste, le résultat reste très, très significatif. Oui, et le vrai pouvoir de cette simulation, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est de bâtir la confiance. En visualisant à l'avance les pires scénarios, on se prouve que même si le voyage est chaotique, la destination reste atteignable. C'est un vaccin contre la panique. J'aime beaucoup cette idée de vaccin contre la panique. C'est pas juste un outil de calcul en fait, c'est un outil de préparation mentale. Complètement. On apprend à piloter dans un cône de probabilité, pas sur un rail. Ok, le plan est clair, les chiffres sont là, on a notre vaccin mental. Mais tout ça, ça reste de la théorie. Arrive forcément la question qui fâche. Concrètement, on le trouve où cet argent à investir chaque mois? C'est le dernier maillon de la chaîne. Et pour ça, les sources insistent sur un changement de mentalité, un peu à la Warren Buffett. C'est-à-dire? Il faut renverser la logique. La plupart des gens perçoivent leur salaire, dépensent et essayent d'épargner ce qui reste à la fin du mois. S'il reste quelque chose. S'il reste quelque chose, oui. La bonne approche, c'est de se payer en premier. Dès que le salaire arrive, avant toute autre dépense, on met de côté la somme pour l'investissement. On la vire sur un compte séparé. Et on apprend à vivre avec ce qui reste. La formule devient revenu moins épargne égale dépenses possibles. Ce ne sont plus les dépenses qui dictent l'épargne. Non, c'est l'épargne qui dicte le budget des dépenses. C'est un changement radical. Si on revient à Sandra, pour finir, elle touche 2000 €, elle dépense 1400, le calcul est rapide, sa capacité d'épargne théorique est de 600 € par mois. C'est avec ces munitions qu'elle va pouvoir commencer à planter ses grains. Voilà. Et les documents insistent sur un point crucial. Et si pour quelqu'un d'autre c'est 100 € ou 50 €, ce n'est pas grave. L'important au début, ce n'est pas le montant. C'est d'enclencher le processus. C'est de créer l'habitude. De créer l'habitude, de mettre le système en place. Le geste est plus important que la somme. Si on fait le bilan, on est parti d'une idée un peu floue de liberté et on arrive à quelque chose de très concret. On a un pourquoi avec la fable, on a des objectifs chiffrés avec les 3 paliers, Basique, intermédiaire, idéal. on a compris la mécanique derrière et on a une vision réaliste du chemin. Et surtout, on a défini une capacité d'action mensuelle, notre point de départ. C'est toute la force de cette préparation. Sans ce travail en amont, se lancer dans l'investissement, c'est un peu partir en mer sans carte ni boussole. Au premier coup de vent, on panique. Là, avoir cette clarté sur les objectifs, une méthode, une compréhension des risques, c'est ce qui donne la résilience pour tenir le cap sur des décennies. Le pouvoir, il est là, dans la préparation. Pour finir, une pensée pour la suite. Les sources mentionnent que les premiers 100 000 € sont, de loin, les plus difficiles à atteindre. C'est la phase où l'effort d'épargne est prédominant, avant que la fameuse boule de neige des intérêts composés ne prenne vraiment le relais. C'est là que l'argent commence à travailler sérieusement pour soi. Exactement. Cette première étape est donc avant tout un test de patience et de discipline. Et ça amène à la question que je voulais laisser en suspens, puisque ce premier effort est surtout un test de volonté. Quelle est la plus petite action, le tout premier grain implanté qui pourrait être initié dès aujourd'hui pour commencer ce long mais, on l'espère, gratifiant voyage ?